Camarades, bonjour. Je pense que c'est pas vous insulter de vous rappeler que la découverte de l'Amérique n'est pas due à Christophe Colomb, en la fatidique année 1492, mais bien par des Scandinaves en plein Moyen-Âge, à partir du XIe siècle. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on en sait finalement de cette Amérique scandinave, à part le fameux site de Lanse aux Médoses, et la description des sagas qui en font un véritable pays de cocagne, où la vigne et le blé poussent comme ça naturellement. Les Scandinaves ont-ils réellement découvert l'Amérique ? Ont-ils tenté de coloniser le continent ? Sont-ils seulement contentés de Terre-Neuve ou sont-ils allés plus loin sur le territoire américain ? Ont-ils commercé avec les Premières Nations ? Et si c'est oui à tout ça, pourquoi n'est-il pas présent lors de la redécouverte européenne des 15e et 16e siècles ? Oui, je sais, je me pose un peu trop de questions des fois. Moi aussi, je me fatigue. Alors, une fois n'est pas coutume, vous connaissez la recette d'une bonne mayo maintenant sur cette chaîne, quand on commence un sujet, il faut gratter du papier avant d'attaquer la partie fun, comprendre où on va mettre les pieds, et pour ça, on va étudier les sources qui vont parler de ce fameux Vinland, l'Amérique des Scandinaves. Et des sources, on n'en a pas tant que ça. La première daterait du XIe siècle, et ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque ça veut dire que moins de 100 ans se déroulent entre la découverte du Vinland et la rédaction de cette source, le Vinland ayant été découvert aux alentours de l'an 1000, si on en croit les sagas. Cette source, c'est le livre 4 de la Gesta Amaburgensis Ecclesiae Pontificum d'Adam de Brême, qu'on peut traduire assez grossièrement par les actes des évêques d'Hambourg, ce sera plus simple. Et dans ce livre, Adam va se concentrer sur une sorte de géographie, où il va nous décrire les îles du nord de l'Europe, comme les Orcades, les Shetland, l'Islande, mais aussi le Groenland, et un peu plus brièvement, à la fin de son œuvre, un fameux Vinland découvert par des Scandinaves. La seconde mention du Vinland est faite par un Islandais, elle est déjà bien plus postérieure et daterait du XIIe siècle, donc environ un peu plus de 100 ans après la découverte du Vinland. C'est l'Islandigabok et le Landnababok d'Ari Thorgilsson. Grosso modo, le livre des Islandais et le livre de la colonisation de l'Islande. Puisqu'on va le voir, bien que découverts par des Groenlandais, ce sont bien des Islandais qui sont à l'origine de la découverte du Vinland, Groenland et Islande étant étroitement liés. Enfin, troisième et dernière source qu'on va étudier aujourd'hui, ça va être notre source principale puisque ça va être la plus détaillée. Ça va être aussi celle qui est quelque part la plus romancée et la plus tardive. Elle daterait des 13e voire 14e siècles, c'est la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Ceci dit, on va le voir, ces deux sagas, qui seront notre source principale, vont être assez problématiques puisque ne racontent pas tout à fait la même chose. Elles ont un tronc commun, qui est la découverte et l'exploration du Vinland, l'établissement de camps, et des noms qui reviennent dans les deux sagas, mais chronologiquement, au niveau de l'ordre de succession des voyages et des découvertes, ce n'est pas le même, et la chronologie de la découverte du Vinland n'est pas tout à fait la même non plus, puisque pour la saga d'Éric, la découverte du Vinland se déroule entre les années 1000 et 1008, alors que pour la saga des Groenlandais, la période est plus longue, entre les années 1000 et 1014. Mais bon, si tout ça c'est bien, ça nous a permis de poser les bases, je vous l'ai dit, pour comprendre ce que vont faire des Scandinaves comme ça, perdus à l'autre bout du monde, à l'ouest, va falloir faire un peu de contexte. Et pour ça, il y a un élément clé dans la découverte du Vinland qu'il faut bien comprendre, c'est la découverte du Groenland. Île qui est quand même un bien gros morceau, plus de 2 130 000 km², difficile de passer à côté quand on navigue sur l'Atlantique Nord, vous me direz, et justement, elle est si étendue que quand on est sur l'île, on n'est plus très loin du continent américain. Ainsi, en moins de 100 ans, la découverte du Vinland va succéder à celle du Groenland. D'ailleurs, il se déroule même moins de 20 ans entre les premiers établissements des colonies scandinaves au Groenland et la découverte du Vinland. Si on en croit les sagas, toujours, pas me répéter tout le long de la vidéo, je pense que vous aurez compris le principe. Bref, cette découverte, ou plutôt ces découvertes, on la doit à deux hommes, un père et son fils. Éric le Rouge pour le Groenland et Leif Erikson pour le Vinland. Bien qu'on va le voir, Éric s'est peut-être attribué tout seul la découverte d'autres hommes. Faut dire que c'est assez pratique quand t'es exilé à l'autre bout du monde et que tu dois établir une colonie dans un lieu assez difficile, de dire que cette île, c'est plutôt chez toi. Oui, c'est mon île. Tu es complètement fou.
Vous aurez compris où je veux en venir, bien qu'on attribue traditionnellement la découverte de ces deux terres au père et à son fils, il se peut que ce soit d'autres marins qui soient perdus en mer et qui soient un peu moins connus que les deux hommes, qui aient véritablement découvert le Groenland et le Vinland. Ainsi, par exemple, entre les années 900 et 930, un Scandinave, un certain Gunnbjörn Ulfsson, se serait perdu en mer au large de l'Islande et aurait découvert des rochers, qu'il aurait sobrement nommés les Gunnbjörnarsker, les rochers de Gunnbjörn. Pas moment, vous n'auriez pas un peu la tête qui devient énorme. Mais passons vite sur Gunnbjörn et son énorme boulard. Dans les faits, on sait pas véritablement si c'est bien le Groenland qu'il a découvert ou simplement des îlots au large de l'Islande. Tout ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 930, une rumeur d'une terre à l'ouest commence à apparaître parmi les marins et les aventuriers scandinaves en Islande. Certains veulent prendre la mer pour découvrir cette terre, et pourquoi pas la coloniser. Ainsi, en 978, un certain Snebjorn Galti aurait été le premier Européen à tenter de coloniser le Groenland. Et je dis bien tenter, puisque moins d'un an après l'établissement de sa colonie, il va mourir sur place à la suite d'une querelle interne entre les Scandinaves, la colonie va s'effondrer et tout le monde rentre à la maison. C'est donc alors dans ce contexte où de nombreux marins tentent de découvrir cette fameuse terre mystérieuse de l'Ouest qu'entre les années 982 et 985, notre ami Éric le Rouge va se faire bannir pour meurtre de la colonie islandaise. Éric va alors partir pour l'Ouest, à la recherche de cette mystérieuse terre d'où il pourra prendre un nouveau départ. Éric tombe alors sur cette mystérieuse terre de l'Ouest, et peut-être parce qu'il est tombé là-bas à la belle saison, il estime que le projet de colonisation est viable, et l'appelle alors dans la foulée Groenland, la Terre Verte. Éric a alors de l'espoir de pouvoir continuer sa vie de manière assez tranquille. Il décide alors de rentrer en Sunsum en Islande pour avoir quelques colons, puisque tout seul, c'est compliqué d'établir une colonie, je pense que vous avez compris. Et entre les années 985 et 986, il réunit alors quelques colons séduits par une promesse d'une terre verte à l'ouest, et réunit comme ça 25 bateaux, direction Yupendi. Paradis, me voici. Sauf que le paradis va vite tourner à l'enfer pour Éric et ses colons. Déjà, sur les 25 navires, seuls 14 arrivent à compléter la traversée. Et une fois sur place, la terre verte, n'est plus si verte que ça, et la colonisation est très compliquée. Il y a très peu de ressources naturelles pour s'établir, et en plus, on note la présence de locaux déjà présents au nord de l'île, qui sont pas super sympas avec les nouveaux arrivants. Mais bon, faut pas oublier que les colons sont des Islandais, la survie en mode difficile, ils ont déjà fait ça là-bas, et pourraient très bien recommencer. Le pattern est assez similaire. La colonisation se met alors en place, mais la survie n'est pas assurée pour les Islandais. Les futurs Groenlandais commencent à explorer alors les côtes de l'île, savoir où sont les meilleurs endroits pour établir des potentielles colonies, et en un peu moins de 20 ans, environ 200 fermes sont établies sur le territoire, centrées autour de ce que les sources appellent l'Estribygd et le Vestribygd, littéralement les établissements de l'Est et de l'Ouest. Et on n'a pas la même notion de géographie visiblement. Rapidement, cependant, les Groenlandais vont comprendre que la survie en autonomie sur l'île va être très compliquée. L'île dispose de très peu, voire pas, de ressources en bois pour les constructions, de ressources minérales pour les outils ou les armes, et même en céréales ou en fourrage pour la nourriture et l'élevage. L'élevage principalement composé de porcs et de vaches dans un premier temps, c'est tradit scandinave, va devenir très compliqué puisque pour l'hiver, les colons n'ont pas de fourrage pour les bêtes. En gros, outre les ressources tirées directement de la chasse, de la pêche ou de l'élevage, comme le lait, les fourrures, l'ivoire de morse ou l'huile de phoque, les Groenlandais n'ont pas grand chose pour établir leur colonie. On tente bien de commercer avec les locaux, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe, des rixes explosent assez souvent, et ces derniers, d'ailleurs, disposent de ressources naturelles assez similaires aux Groenlandais. Le commerce n'apporte alors pas grand chose. Un commerce avec l'Est va alors se mettre en place, et va être nécessaire pour la survie de la colonie qui a besoin de matières premières comme du bois et du fer. Sauf que l'Islande dépend déjà aussi beaucoup de son commerce avec l'Est. Du coup, pour les Groenlandais, ça devient compliqué de se ravitailler. Ces derniers mettent alors en place un modèle de colonisation assez similaire à celui islandais, où on va tenter de dépendre un minimum des ressources naturelles et se concentrer sur l'élevage, principalement de porcs et de vaches dans un premier temps, puis rapidement sur des moutons et des chèvres, qui sont un poil plus adaptables au climat assez difficile du Groenland. Bien que fragile, la colonie groenlandaise est donc maintenant installée. Et c'est dans ce contexte que certains marins,
qui est alors parti en mer pour pouvoir pêcher ou simplement même explorer les environs, et pourquoi pas tomber sur des nouvelles terres qui seraient riches en ressources naturelles pour soulager la colonie, vont tomber sur ce fameux Vinland. Vinland, qui est donc résumé, je vous l'ai dit, en 2 sagas, la saga d'Eric et saga des Groenlandais, que je vais vous résumer ici, et vous choisirez ainsi votre préféré en commentaire. Pour ce qui est de la saga d'Eric, la découverte du Vinland va se faire par son fils, le fameux Leif Erikson, aux alentours de l'année 999 ou 1000, alors que ce dernier était parti plein est, et pas à l'ouest. Oui, je sais, c'est assez particulier, mais vous inquiétez pas, tout est normal avec Leif. Pas forcément un excellent marin, ce que l'on prétend, mais un meneur s'il en est. Leif va donc partir à l'est, découvrir l'Europe, comme tout gosse de 20 ans. On va le voir, la navigation, c'est pas véritablement son truc, et va être dérouté une première fois alors aux Hébrides. Il va réussir à reprendre la mer, et atterrir alors finalement en Norvège, où il pourra rencontrer le roi, Olaf Ier, qui va le convertir au christianisme et le missionner de faire de même chez lui, au Groenland. Leif reprend alors la mer aux alentours de l'an 1000, direction la maison pour parler de son nouveau hobby. Mais comme je vous l'ai dit, la navigation, c'est pas véritablement son truc. Il est alors une nouvelle fois dérouté par les courants et les vents, et va tomber sur des rivages inconnus qui sont bien plus chaleureux et accueillants que le foyer familial, où la vigne et le blé vont pousser naturellement, avec un climat qui est plutôt pas dégueu. Leif est tombé sur ce fameux Vinland. Alors tout ça, c'est bien, mais faut pas oublier que Leif et son équipage sont perdus sur une terre inconnue, et qu'il faut quand même rentrer à la maison. Leif décide alors de reprendre la route, direction un cap plutôt inconnu, il va tout droit parce que pourquoi pas, et en pleine mer, il tombe alors sur 2 naufragés groenlandais au pif, qu'il va récupérer, et qui, coup de bol, eux, vont connaître la route pour rentrer à la maison. Ce qui va lui valoir alors le joli surnom de Leif Epny, Leif la chance. Une fois à la maison, Leif raconte alors sa découverte à tout le monde, et en profite aussi pour convertir ses copains au christianisme parce que, faut pas oublier ce truc-là, c'est quand même assez important pour lui. Et dans cette saga, ce sera tout pour Leif. Oui, je sais, c'est pas grand-chose. Quand Leif est rentré, papa Eric a eu la bonne idée de casser sa pipe, et c'est à lui, l'aîné des fils, de reprendre le contrôle de la colonie. Leif ne pourra donc pas tout plaquer comme ça pour partir direction l'inconnu, et Leif ne mettra plus jamais les pieds au Vinland. Mais c'est pas pour autant que l'expérience Vinland est finie pour les Groenlandais, puisqu'Eric, des gamins, il en a plusieurs. Leif a 2 autres frères et une sœur, et chacun va avoir son expérience Vinland qui va être plus ou moins réussie. Ainsi, le premier à suivre les pas de Leif, c'est son frère Thorstein, dès l'année 1001. Thorstein va apprêter un bateau, partir avec quelques hommes et sa femme, Gusrid, direction ce fameux Vinland, et pourquoi pas tenter de le coloniser, après tout ça a l'air sympa. Sauf que Thorstein, c'est pas spécialement un bon marin, un peu comme Leif, et sauf que lui n'a pas la chance de son grand frère. Il va se perdre en mer, et au bout de 2 ans, aux alentours de l'année 1003, la petite troupe va décider de rentrer au Groenland, sans ne jamais être tombé sur ce fameux Vinland. Thorstein met alors pied à terre, et tombe malade quasiment dans la foulée sans qu'on sache pourquoi. Maladie assez vénère puisque Thorstein va mourir dans la foulée, et c'est la fin de l'expérience Vinland pour le second des frangins. Oui je sais, jusqu'à présent la saga d'Eric, on peut pas dire que ce soit bien foufou. L'expérience Vinland, c'est pas très divertissant. Je suis d'accord avec vous. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Ah, vous avez pris 1 heure ou une demi-heure? Ah, une demi-heure, je crois. On a encore une chance. La saga d'Eric va alors conclure cette expérience Vinland avec un 3e et dernier voyage qui, heureusement pour vous, et aussi un peu pour moi qui ai dû les étudier, va être un poil plus couronné de succès. En 1003, alors que Thorstein vient de casser sa pipe, sa jeune veuve, Gusrid, qui était quand même très bien séduite par l'idée d'une terre promise à l'ouest, voudrait remonter une expédition. Et pour ça, elle va se remarier avec un mec qui a pas mal de thunes pour monter une expédition d'envergure, et qui surtout s'y connaît un peu plus en navigation. Son nouveau mari, c'est un certain Thorfinn Karlsefni, que vous pouvez traduire littéralement par Thorfinn, l'homme véritable. C'est tout un programme. Alphamar, le plus fort de tous les hommes. Ce qui inclut donc toutes les femmes. Bref, ce Thorfinn Alphamal, ça lui plaît bien, cette idée. Et comme il cherche un peu à impressionner sa nouvelle femme, il va dépenser sans compter, comme dirait un grand homme, réunir une flotte énorme avec 3 navires, 160 hommes d'équipage, du bétail, des biens meubles, bref, tout ce qu'il faut pour coloniser, puisque lui, non seulement va trouver ce Vinland que personne n'a trouvé à part Leif
avec un coup de bol, et surtout va s'y établir, le coloniser, et ça va être rempli de succès. Bref, Thorfinn réunit alors toute la petite troupe, et dans le même temps, va parler de son beau projet aux 2 derniers enfants d'Éric le Rouge, à savoir Thorvald et Freydis. L'expédition part alors en 1004, direction l'inconnu, plein ouest, et sans qu'on ait trop de détails, ils arrivent dans ces nouvelles terres inconnues. Ils établissent alors un camp qui sera la base de lancement pour les futures explorations du Vinland, qu'on appelle le Stormfjord, qui pourrait aujourd'hui correspondre au fameux site de Lands-aux-Meadows, mais on y reviendra en fin de vidéo, c'est promis. Tout le petit monde y passe alors son premier hiver 1004-1005, et au printemps 1005-1006, les Scandinaves se lancent dans l'exploration de ces nouvelles terres. Ils observent alors de longues plages de sable, entrecoupées de baies et de rivières, qu'ils vont nommer le Furdustrandir, les belles plages, qui pourraient correspondre, au vu des descriptions, au littoral du Saint-Laurent, ainsi qu'un cap où les arbres vont s'avancer jusqu'à la mer, sur lequel ils vont repérer des quilles de bateaux. Ils vont alors nommer ce cap le Kjalarnes, le cap de la quille. Oui, ça va être comme ça tout le long. Pour les noms des nouvelles terres, les Scandinaves au Vinland, ils vont jamais bien trop se creuser la tête pour trouver quelque chose. Tu as trouvé ça tout seul? Oui. Bref, les explorations vont continuer comme ça encore un temps, et on va même établir un nouveau camp dans la région, afin de se ravitailler, explorer, chasser, et rapporter le tout au Stormfjord pour y passer l'hiver, avant de rentrer au Groenland, avec de nouvelles ressources. Ce camp est identifié dans les sagas comme étant le camp Hop, qui aujourd'hui est très compliqué à localiser, mais au vu des descriptions, pourrait se situer quelque part dans une région du Nouveau-Brunswick, du Saint-Laurent ou même de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes alors vers 1006-1007, et pendant que Thorvald et Thorfinn sont en train d'explorer les environs, au Stormfjord, Gosrid, elle, va donner naissance à son premier fils, Snorri, qui sera alors, techniquement, le premier Européen à être né sur le continent américain. Et c'est aussi à cette période qu'au Stormfjord, les Groenlandais vont faire connaissance avec le régional de l'étape, ce que les sources vont appeler les Skrælingr. Alors ces Skrælingr, qui sont-ils? On sait pas véritablement. C'est probablement l'une des civilisations du coin, comme des Algonquins, des Micmacs, des Naskapi, ou pourquoi pas même des Inuits. Mais qui sont-ils véritablement? Aucune idée. Tout ce qu'on en sait, c'est que le terme de Skrælingr est plutôt péjoratif. Ça veut dire, grosso modo, homme laid, ou homme débile, homme mal constitué, homme chétif, bref, vous avez compris l'idée générale, et on peut se demander qui est à l'origine de ce nom. Mais quand l'expédition est menée par Alpha Male, j'ai ma petite idée en tête. Il est bien trop maigrichon, le pauvre garçon. Si on veut en faire un guerrier grand et fort, faut absolument qu'il mange de la viande. Toujours est-il que d'après la saga, il y a contact entre les Premières Nations et les Groenlandais. Et historiquement, c'est une hypothèse qui est assez probable finalement. À titre d'exemple, dans les années 1930, l'archéologue Edge Roussel va découvrir à Saennes, dans les établissements de l'Ouest, en plein Groenland, une pointe de flèche en quartzite originaire des lacs Melville, en plein Labrador, et qui est une pointe de flèche qui est typiquement utilisée justement par les Premières Nations. Bref, toujours est-il que contact il y a, et sans qu'on ait guère plus d'informations dans la saga, un conflit va vite éclater entre cette civilisation et les Groenlandais. Ce conflit est alors un peu plus détaillé dans la saga des Groenlandais qu'on verra juste après ça. Mais ici, tout ce qu'on en sait, c'est que bien qu'ils soient en sous-effectif, les Groenlandais vont réussir à gagner ce conflit contre les Premières Nations. Soi-disant parce que les Skrælingr auraient eu peur du beuglement des bœufs présents dans la colonie. C'est ça, ou alors aussi peut-être parce qu'ils ont eu peur de Freydis, qui était enceinte jusqu'aux yeux, qui ne pouvait plus courir pour fuir l'assaut, et du coup s'est retourné arme en main et boobs à l'air pour les affronter. Ou même Thorfinn, qui était en train de découper du natif à tour de bras. Bref, un premier contact plutôt chouette entre les Premières Nations et les Européens. C'était malade. C'était malade. C'était malade. Bon, blague à part, pour les Groenlandais, c'est pas tout rose non plus. Déjà, par exemple, Thorvald va se prendre une flèche en plein dans le cigare et mourir sur place. Et pour les Groenlandais, ça va leur mettre un gros coup au moral. En plus de ça, les natifs, et on les comprend, ne viendront plus commercer avec les Groenlandais qui passent pour des barbares sanguinaires. Ainsi, la colonie Stormfjord va alors dépendre quasiment exclusivement du Groenland, qui lui-même dépend de l'Islande,
et qui, en fin de compte, dépend également de la Scandinavie. Ça commence à faire beaucoup en termes de ravitaillement, et en 1008, les colons groenlandais décident de faire les bagages et rentrer au Groenland. C'est la fin de l'expérience Vinland, d'après la saga d'Éric le Rouge. Côté groenlandais, la saga est un poil différente. Déjà, pour commencer, ce n'est pas Leif qui va découvrir le continent américain, mais un certain Bjarni Herjolfsson en 986 alors qu'il s'était perdu en mer. Ça commence bien. Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Autrement, n'importe qui trouverait l'introuvable. En effet, alors que Bjarni et ses hommes sont à la dérive depuis le Groenland direction ouest-sud-ouest depuis environ 4 jours, ils auraient aperçu des côtes avec des forêts massives, sans oser les aborder. Il préfère alors rentrer à Bratahild pour faire part de sa découverte, mais là-bas, personne ne semble y prêter attention jusqu'à ce que Leif Erikson décide d'aller faire un tour pour voir si le vieux Bjarni est un cinglé ou s'il dit vrai. Ainsi, vers l'an 1000, Leif, qui a bien grandi et amassé un petit peu de pognon, décide de racheter le bateau de Bjarni et son équipage. Il veut mener une expédition pour aller voir cette mystérieuse terre, et demanderait même à son père, si on en croit la saga, de conduire cette expédition, puisqu'après tout, Eric, lui, un navigateur assez reconnu, il aurait découvert le Groenland d'après sa propagande. Bref, Eric, et on le comprend, qui est un peu vieux pour ça, et qui ne peut surtout pas tout plaquer pour partir direction une terre inconnue, il a un business à faire tourner au Groenland, aurait dans un premier temps refusé l'expédition de Leif, et sans qu'on sache trop pourquoi, aurait fini par accepter un beau jour de l'an 1000. Oh, t'as pas de cœur, regarde le petit bonhomme, dans cette toute petite bouboute. Du coup, Leif est super content, il va passer un moment privilégié père-fils comme il les aime, mais sauf que là, ça va être la caca, la cata, la catastrophe. Eric, qui a décidé de faire la route de la maison au port à cheval, est tombé de bourrin, et ne peut plus embarquer. Pas parce qu'il s'est fait bobo, faut pas déconner, les poneys sont plutôt petits là-bas quand même, mais simplement parce que dans la tradition scandinave, quand tu tombes de cheval, tu peux plus prendre la mer dans la foulée. Oui, c'est complètement con, c'est pour ça que c'est une tradition. Bref, Leif ne peut plus partir avec son père, mais il a mis pas mal de pognon dans l'affaire et décide quand même de partir à direction l'inconnu, et c'est lui qui va mener l'expédition. Leif suit alors à la lettre le petit manuel légué par Bjarni, et suit les conseils de ses hommes qui, eux, ont déjà pris cette route. Ensemble, ils longent alors les côtes du Groenland direction les établissements de l'ouest, puis partent plein ouest sans trop savoir sur quoi ils vont tomber. Au bout de 48 heures, l'équipage tombe alors sur une terre où ils ne voient que des montagnes, des glaciers, et un sol rempli de pierres plates sans aucune trace de végétation. Selon la saga, Bjarni serait également tombé sur ces terres sans qu'il les trouve très intéressantes à raconter. Leif les baptise alors Eluland, le pays des pierres plates. Je vous avais dit que c'était des génies pour trouver des noms à cette époque. Bref, toujours suivant la route de son petit manuel, Leif décide de continuer la route au sud afin de tomber sur ces terres boisées, ressources que, je vous le rappelle, il manque cruellement aux colons groenlandais. 2 jours plus tard, en suivant son petit manuel, Leif et ses hommes tombent enfin sur cette fameuse terre remplie d'arbres et de longues plages de sable blanc décrites par Bjarni. Ils tombent dessus simplement en longeant la côte depuis le Helluland, quand je vous le disais que Leif n'était pas spécialement un bon marin. Bref, ils baptisent alors cette terre le Markland, le pays des arbres, et décident de continuer à longer la côte direction le sud, voir s'il y a possibilité que ce soit un poil mieux sans qu'on sache trop les motivations de Leif. Peut-être, selon un peu la logique du bol de soupe dans Boucle d'Or, la première terre était trop froide, la seconde trop boisée, la troisième sera la bonne. Et effectivement, il ne s'appelle pas Leif la chance pour rien, Leif va tomber sur la terre parfaite, le Vinland. Fallait oser. Leif n'en croit alors pas ses yeux. Il tombe sur une terre qui est particulièrement hospitalière selon lui. C'est vrai que quand tu viens de l'Islande ou du Groenland, Terre-Neuve à côté, c'est un petit paradis. Bref, là-bas il nous décrit une terre plutôt riche, qui est propice à l'agriculture, avec de nombreux gibiers, des eaux qui sont très riches en poissons, de la vigne qui pousse naturellement, du blé, du fourrage, tout ce qu'il faut en fait pour des fans d'agropastoralisme que sont les Scandinaves. Il décide alors d'établir un camp pour y passer l'hiver, qu'il va sobrement appeler Leifsbudir, les cabanes de Leif. L'ego scandinave dans toute sa splendeur. Ceci dit, rapidement, un peu comme dans la saga d'Eric, l'expérience Vinland de Leif va se terminer de manière assez prématurée.
Aux alentours de l'année 1003, il va recevoir une triste nouvelle puisque son papa a cassé sa pipe. Leif doit rentrer à la maison pour reprendre la suite de la colonie, chose qu'il va faire, laissant derrière lui la colonie de Leifsbudir. Chose qui est quand même assez particulière, puisque quand on étudie des bouquins d'histoire un peu plus sérieux, c'est plus probable que Eric soit mort aux alentours de l'année 1010 d'une épidémie au Groenland. Et c'est ça qui est assez compliqué quand on étudie une saga, c'est savoir quoi qu'est vrai, quoi qu'est roman. Puisque Eric casse bien sa pipe, mais va savoir pourquoi, dans l'histoire c'est peut-être plus sympa qu'il casse sa pipe avant 1010. C'est à vous rendre fou. Une fois rentré à la maison, Leif va alors prendre la suite de son père, comme dans la saga d'Eric, et dire aussi que si jamais des gens veulent prendre sa suite, eh ben y a plus qu'à. Un camp est établi, il y a juste à poser les valises. Et comme dans la saga, ses frères sont alors super séduits par l'idée du Vinland. Mais contrairement à la saga d'Eric, le premier à emboîter le pas n'est pas Thorstein, mais Thorvald. Ainsi, dès 1000-1001, Thorvald recrute alors une petite troupe d'une trentaine d'hommes, et part pour Leifsbudir découvrir le fameux pays. Il semble alors arriver sans trop de soucis aux cabanes laissées par Leif au cours de l'automne ou de l'hiver, et part explorer la région à la belle saison. Il navigue alors dans les coins, longe les côtes, et Thorvald va découvrir alors un estuaire jusqu'à un cap, où il note la présence d'arbres s'avançant jusqu'à la mer. Il nomme alors ce cap le Kjalarnes, vous connaissez la suite, mais surtout, Thorvald va tomber alors sur ce qu'il va appeler des canaux. Ces canaux, découverts par Thorvald, sont faits de bois et recouverts de peau, si on en croit la saga. Thorvald, curieux par nature, décide alors d'explorer les environs, puisque ces derniers ne sont pas là par hasard, il doit bien y avoir des humains dans le coin. Et en effet, Thorvald va tomber sur 9 natifs en train de rompiche non loin des canaux. Ne sachant pas trop quoi faire comme protocole de premier contact, si c'est une menace ou pas, s'ils ont été repérés ou pas, et surtout s'il y a d'autres natifs ou pas. Quelles sont nos chances si on fonce? Si on fonce où ça? Droit devant, en plein dans leur tronche? On sait même pas combien ils sont. Ah oui, mais nous on est 3, enfin 2 et demi. Alors s'ils sont 10, on est cuit. En effet, Thorvald va opter pour l'option bourrin. Sur les 9 natifs, un seul va réussir à s'échapper et garder la vie. Là encore, c'est sympa comme premier contact entre les Premières Nations et les Européens. Faut croire que c'est une sorte de tradition chez nous. Le natif rescapé arrive alors à retrouver ses copains, va raconter l'agression, et la suite, vous vous en doutez. Putain, plein dans sa mouille! Thorvald se prend effectivement une flèche dans le melon et meurt sur le coup. L'expédition n'a plus son chef, et du coup, la trentaine d'hommes décide de rentrer au Groenland et d'abandonner la colonie, moins de 2 ans après l'établissement de cette dernière. Ainsi, en 1003, alors que les survivants rentrent au Groenland et racontent ce qui s'est passé, le second des frères, Thorstein, va décider à son tour de mener une expédition pour aller officiellement récupérer le corps de son frangin, mais quand on voit comment elle est établie, peut-être plus coloniser le continent, puisque Thorstein va partir avec des biens meubles, du bétail et sa femme. Mais un peu comme dans la saga d'Eric, Thorstein c'est une sorte de Leif, mais avec la chance en moins. Il ne va jamais arriver à tomber sur le Vinland, et aux alentours des années 1003-1004, la petite troupe rebrousse chemin, retourne à Bratahild, Thorstein les pieds à terre, tombe malade et meurt dans la foulée. Là encore, comme dans la saga d'Eric, Gusrid, qui est deg de pas pouvoir aller au Vinland, va se trouver un nouveau mari un poil plus compétent en mer, le fameux Thorfinn Alphamal, et ensemble ils vont mener une expédition qui ici est concentrée autour d'une 60aine d'hommes, du bétail et des biens meubles. En 1004, c'est encore une fois le grand départ. La petite troupe arrive aux cabanes de Leif, ils s'y établissent et mènent une petite vie tranquille jusqu'à l'été 1006. Là, cette année, des natifs seraient alors venus les voir, à la maison, avec le but de faire du commerce. Thorfinn, avec son trait d'humour habituel, décide de les appeler des Skrælingr au vu de leur constitution, ce qui n'empêchera pas un commerce de s'établir. Non sans difficulté quand même. Pas parce que les Groenlandais sont taquins avec les natifs, ça, les natifs, ils ont l'air de s'en battre un peu les couilles, mais il semblerait que ces fameux Skrælingr, aient peur du beuglement du bœuf à chaque fois qu'ils rentrent dans le camp pour faire du commerce. Et ça, Thorfinn, il l'a bien remarqué. Le négoce a alors lieu comme ça un temps et semble bien se passer. Les Groenlandais semblent échanger principalement du lait de vache, ressource qui est inconnue par les Skrælings si on en croit la saga. En échange de quoi, les natifs, eux, vont filer des fourrures, des peaux, du bois et des précieuses indications géographiques sur ce nouveau territoire. Bref, le bazar habituel. Jusqu'au jour où le négoce va mal tourner puisque les Skrælings vont demander quelque chose que Thorfinn n'est pas prêt.
à céder. En effet, les natifs vont se montrer très intéressés par les épées des Scandinaves, et on les comprend, j'en ai moi-même 2 exemplaires à la maison. Sauf que Thorfinn, il veut pas les échanger contre le galon de lait habituel ou des fourrures, c'est vrai que ça coûte une blinde ces conneries, et puis surtout il en a pas tout le tour du ventre. Du coup, pour montrer à quoi ça sert et dire non, il va décider de passer au fil de sa lame l'un des natifs façon kebab. C'est sûr que pour le coup, Powhatan, il a pas dû broncher et il a pas dû bien comprendre. Ça s'est terminé comment? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Les natifs rentrent alors chez eux, battent les tambours de guerre, et Thorfinn comprend qu'il en a joué une. Il décide alors de prendre les devants, pour ne pas se faire attaquer, c'est lui qui va mener la charge. Il met en place alors un dispositif près des camps adverses, assez particulier. En première ligne, il fait mettre son bœuf et ses vaches afin d'effrayer les locaux avec le beuglement de ces derniers. Et derrière va se trouver alors tous ces hommes ou ces femmes, en armes, prêts à charger dans le tas une fois les hommes laids effrayés par le beuglement des vaches. Étonnamment, ce plan de bourrin va alors fonctionner. Entre le beuglement des vaches et le fait de voir Musclor découper leurs potes en parts de quiche, les natifs sont terrorisés et battent en retraite. Ils ne rentreront plus jamais en contact avec ces barbares du Nord. Sauf que, comme dans la saga d'Eric, n'ayant plus de commerce avec les natifs, la colonie du Vinland est vouée à elle-même, dépendant beaucoup trop du Groenland. Aux alentours des années 1008-1010, les derniers colons plient bagages et rentrent au Groenland. C'est la fin de l'expérience Vinland pour ce voyage. Mais c'est pas fini pour autant. La saga va se conclure avec une 5e et dernière expédition courant 1014. C'est la dernière des enfants d'Éric le Rouge, Freydis, qui n'est pas en reste et décide elle aussi d'aller se frotter au Vinland, pour réussir là où ses frères ont si lamentablement échoué. Elle parvient à réunir alors 2 navires, une 60aine d'hommes et de femmes, demande l'autorisation à Leif d'utiliser Leifbúdir, ce qui lui sera accordé, et part direction l'ouest. Freydis arrive alors à Leifbúdir sans trop de soucis, et les premiers jours de la colonisation semblent bien se passer. Sauf que rapidement, une querelle interne éclate entre 2 factions des colons. Freydis, qui ne veut pas voir sa colonie voler en éclats, décide de prendre les choses en main. Elle décide de faire des 2 meneurs un exemple, et les exécute. Elle ne veut pas que sa colonie éclate au profit de guéguerres internes pour des conneries. Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est la crise d'autorité. Ah, c'est bien la peine de faire des rayons de 3 plombes pour en arriver là. Au bout d'un moment, c'est qui le patron? Ça va, on sait. Sauf que si tout ça au départ ça partirait d'une bonne intention, quelque part, on la comprend, ça aura pas l'effet escompté. Les colons se disent qu'ils sont tombés avec une meuf qui est complètement tarée, sanguinaire, et qui est prête à les exécuter pour un oui ou pour un non. Du coup, ils décident de l'abandonner, de rentrer à la maison, et Freydis, se retrouvant avec plus assez de colons pour continuer son projet, est forcé de constater que c'est un échec, et en 1014, retourne aussi au Groenland. C'est la fin de l'expérience Vinland pour la saga du Groenland. Alors tout ça c'est bien, c'est des jolis romans, c'est une saga, c'est divertissant, et c'est intéressant. Mais dans les faits, est-ce que véritablement ces terres existent? Est-ce que les colons scandinaves ont véritablement découvert l'Amérique? Et aujourd'hui, c'est assez compliqué à répondre. Les courants ne sont pas immuables, et du coup on peut plus véritablement emprunter les mêmes courants et voies maritimes qu'à l'époque. Plus d'un millénaire s'est passé, la faune et la flore a bien changé, les peuples natifs aussi ont bien changé puisque les Européens sont repassés par là, entre-temps, et du coup, la seule chose qui nous reste, c'est la toponymie et la géographie pour voir si ces expériences sont assez réalistes. Ainsi, le premier territoire découvert dans les 2 sagas serait ce fameux Helluland, et là, signifiant littéralement la pierre plate, ce qui nous aide pas des masses puisque les rivages d'Amérique du Nord sont assez coutumiers de ce genre de caillasse. En revanche, la présence de glaciers et le tout à environ 48 heures du Groenland, en Nord, nous permet de penser qu'il s'agit sans doute de l'île de Baffin. Suivant cette théorie, en continuant la route au sud et en longeant les côtes, à 48 heures de Helluland, se trouve alors le Markland, pays rempli d'arbres et de plages de sable blanc, ce qui ne peut être alors que le Labrador actuel. D'ailleurs, en 1929, l'homme d'affaires William Azalea Munn, passionné par l'aventure des Groenlandais, tentera de localiser les lieux mêmes des accostages et estime la région du Markland au cap de Porc-Épic, région qu'approuvera également un peu plus tard le géographe Victor Tanner en 1941. Enfin, le gros morceau, ce Vinland alors, où est-il? Depuis 1959, grâce aux travaux des archéologues Anne Steen et à son mari Helge Ingstad, on situe le Vinland à Terre-Neuve,
puisqu'on va le voir, c'est là que se situe le fameux site de Lansomédose. Hypothèse alors confirmée entre 1974 et 1976 par l'archéologue suédois Bengt Schönbach, qui va faire de Lansomédose le seul site archéologique attribué aux Scandinaves retrouvé sur le continent américain à l'heure actuelle. De plus, la traduction littérale de Vinland avec un i long signifierait donc la terre des vignes, et vignes sauvages présentes à Terre-Neuve, mais aussi sur tout le pourtour du golfe du Saint-Laurent, qui ont été rapportés par Jacques Cartier en 1530. Du coup, ça nous mène à poser une question qui est assez simple, mais compliquée à répondre. Le Vinland était-il seulement Terre-Neuve, ou les Scandinaves sont-ils allés plus loin? Et pourquoi pas jusqu'au Saint-Laurent, au Québec, au Nouveau-Brunswick, ou même en Nouvelle-Écosse, où ces territoires correspondent parfaitement à la description faite dans la saga, avec la présence de vignes sauvages, de forêts, de saumons, de natifs, etc. Ceci dit, si la géographie et la toponymie correspondent assez bien avec les descriptions faites dans la saga, les preuves matérielles et concrètes d'une telle présence sont plutôt minces. L'archéologie, en effet, nous donne que très peu d'indices sur une occupation scandinave au Nouveau Monde. Pour faire simple, le camp du Strömfjord et de Leysbudir serait plus ou moins le même emplacement. Ce serait le camp de Lansomédose, puisque de la description faite de la saga et des découvertes faites par les archéologues à Lansomédose, ça correspondrait plutôt bien. La présence de vignes sauvages, le haut lieu d'importance, la présence de natifs, tout est là pour dire que Leysbudir, Strömfjord et Lansomédose sont le même site. En revanche, pour le camp Hop, aujourd'hui, on n'a aucune info sur sa localisation, et si même, il a bel et bien existé. Puisque le seul site qu'on connaît, c'est Lansomédose, et ça depuis les années 60. En effet, entre 61 et 68, on va voir 7 campagnes de fouilles sur ce site de Lansomédose qui est une véritable curiosité. Les archéologues vont mettre alors au jour pas loin de 6 bâtiments aux murs de tourbe, ainsi que 2 Growth House, dont l'une de 24 mètres de long, ce qui est assez massif pour être signalé. Ces Growth House, qu'on peut traduire littéralement par maison enterrée, sont alors des bâtiments qui sont typiques qu'on peut retrouver chez les peuples d'Europe du Nord, mais également, et c'est à souligner, chez les Inuits et les Premières Nations. Ce qui alors dans un premier temps a rendu compliqué son identification originelle sur le site, puisque les 3 civilisations y étaient présentes, mais qui aujourd'hui est sans nul doute la preuve d'une présence scandinave, puisqu'à l'intérieur de l'une d'elles, on a pu retrouver les traces d'une activité métallurgique, qu'on estime alors inconnue chez les Premières Nations ou les Inuits à cette époque, mais qui en revanche est bel et bien maîtrisée par les Groenlandais. De plus, les archéologues ont trouvé dans l'une de ces maisons enterrées la présence d'une forge, d'une enclume, d'hématite et de fragments de fer. On trouve également sur le site la trace de 4 hangars à bateaux, d'une scierie, d'un haut fourneau, de matériel pour la fabrication textile comme un volant de fuseau ou des aiguilles en os. On a aussi retrouvé une épingle en bronze, une lampe à huile, des rivets et des clous de marine, des fragments de cuivre, des osselets de porc, et le tout alors daté aux environs de l'an 1000 par le fameux carbone 14. Tous ces éléments, qui sont alors caractéristiques d'une époque scandinave du site, sont alors corroborés par la saga et par la chronologie, ce qui entérine donc de fait Lansomédose comme étant bel et bien une occupation scandinave de l'île de Terre-Neuve. De plus, pour conclure avec vous aujourd'hui, la présence d'éléments étrangers au site de Lansomédose, et même de l'île de Terre-Neuve, comme la noix cendrée, fruit du noyer blanc qui pousse par exemple sur les rives du Saint-Laurent, nous font alors penser que les Groenlandais ont bel et bien commercé avec les Premières Nations. Ou alors, pourquoi pas, que ce fruit viendrait justement du fameux camp Hop, qui n'a pas encore été retrouvé aujourd'hui, et qui, d'après les descriptions des sagas, correspondrait à la région où cet arbre peut pousser. Mais tout ça, si l'archéologie avance bien, ce sera pourquoi pas pour une prochaine fois. Le bisou.